Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition au sommaire. Le système des Nations Unies appuie le Sénégal avec près de 500 milliards de francs CFA. Le partenariat cible la transformation structurelle de l'économie, la durabilité et l'inclusion de la croissance économique et le capital humain. Au Coupe du monde de beach soccer, le Sénégal s'est imposé brillamment devant la Colombie 5-3. Les Lions qui ont pris une option sérieuse dans cette compétition mondiale. Agriculture au casier rizicole de Matam, les producteurs se sont réunis pour éponger leurs dettes afin de couvrir les besoins qui s'imposent, aussi qui annonce une bonne campagne de contre-saison chaude. Les fidèles chrétiens ont maintenant amorcé le temps du carême. Ce matin, nous revenons sur les recommandations de ce mois béni pour purifier la foi et renforcer le degré de spiritualité. Bonjour et bienvenue. Le Sénégal a reçu un soutien financier de près de 500 milliards de francs CFA du système des Nations Unies. C'est un partenariat stratégique noué à travers une convention qui promet d'impulser le développement sur 3 axes prioritaires sur la période 2024-2028. Les détails avec Mansour Dieng et Mamadou Sakine. Le système des Nations Unies compte mobiliser des ressources considérables pour le financement du plan de développement du Sénégal sur la période 2024-2028. Un plan cadre a été signé à cet effet. Il s'agit du PNUAD, Plan des Nations Unies pour l'assistance au développement. À travers ce plan cadre de coopération, près de 800 millions de dollars seront mobilisés pour le financement du développement du Sénégal sur la période 2024-2028. Je voudrais encore une fois réitérer l'engagement du système des Nations Unies à renforcer la coopération avec le gouvernement et le peuple du Sénégal, les partenaires au développement, la société civile, dans un esprit de partenariat basé sur notre engagement commun de ne laisser personne de côté. À travers cette signature, les Nations Unies traduisent leur volonté d'œuvrer aux côtés du Sénégal pour l'atteinte de ses objectifs de développement. Les Nations Unies s'engagent à travailler avec le gouvernement autour des 3 priorités majeures. Accélérer la transformation structurelle de l'économie et assurer la durabilité et l'inclusivité de la croissance économique, développer le capital humain, renforcer la protection sociale et assurer le développement durable, et troisièmement, consolider la bonne gouvernance et renforcer l'efficacité des institutions et la cohésion sociale. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a magnifié la collaboration existante entre le Sénégal et le système des Nations Unies. Elle cadre parfaitement avec le référentiel des gestions de notre pays. Je suis fier de noter qu'au terme de ce processus, nous sommes parvenus à élaborer un cadre commun, consensuel des interventions attendues du système des Nations Unies dans notre pays pour la période 2024-2028, avec un arrimage, vous l'avez rappelé, un arrimage quasiment vraiment complet sur le PAP 3, le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Doudou Ka tient aussi à encourager davantage le système des Nations Unies à promouvoir les programmes conjoints entre ces différentes agences. J'ai déjà instruit mes services compétents à travailler étroitement avec les vôtres pour élaborer une stratégie efficace de mobilisation, notamment des ressources en vue de combler rapidement les gaps de financement que nous avons identifiés, constater et faire en sorte que les mécanismes de coordination, vous l'avez rappelé, de ce programme conjoint puissent s'inscrire harmonieusement dans le dispositif institutionnel mis en place. Pour la mise en place de ce programme, une vingtaine d'agences sont concernées au Sénégal, avec comme particularité plusieurs bureaux régionaux. Les Nations Unies comptent ainsi renforcer la place de notre pays comme hub en Afrique. À présent, les échos de la Coupe du monde de beach soccer, les Lions de la plage se sont imposés face à la Colombie dans un match électrisant, score 5-3. Le Sénégal reprend des couleurs et s'insuffle une nouvelle dynamique. Sous la houlette de leur capitaine Alseni Ndiaye, l'équipe sénégalaise a brillamment surmonté le défi colombien. Le résumé de la partie avec Fatoumata Savané-Saleh. Une victoire qui relance les Lions de la plage dans cette Coupe du monde. Au bout d'un match à rebondissement, les hommes de Mamadou Diallo s'imposent 5-3 face aux Colombiens.
Un premier tiers-temps dominé et remporté par les coéquipiers de Lopez, 2-0. Les Lions de la plage se reprennent et égalisent au bout du deuxième tiers-temps, 2 buts partout. Oh, this is first ever Beach Soccer World Cup. And Ousseynou Faye at 19 years of age. Le dernier tiers-temps, celui de la délivrance pour les Lions, a été incertain jusqu'au moment où le Sénégal passe devant au score 4-3. Lots of movement. There's a chance. That's a great goal from post. And for the first time to Les take Colombiens vont tenter de revenir. Ils ratent des occasions et les Lions en profitent. Plus solidaires et plus tranchants, ils vont finalement signer le but du 5-3 à la fin du troisième quart-temps avec une réalisation de Magnon Diagne. Le Sénégal fera face au Japon pour sa dernière sortie en phase de groupe, une finale en perspective puisque le Japon a été battu par la Biélorussie 3-1. Sénégal-Japon, ce sera le mardi 20 février à 15h30. Les Lions de la plage ont désormais leur destin en main. Voilà donc le Sénégal qui s'est imposé devant la Colombie en Coupe du Monde de Beach Soccer. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Direction à Matam avec les producteurs du casier Résicole de Matam qui se sont réunis pour payer leurs dettes aujourd'hui afin de pouvoir continuer donc à s'approvisionner en riz et notamment pour couvrir les besoins familiaux. Et déjà sur place, la campagne de contre-saison chaude s'annonce bonne au grand bonheur des paysans. Ibrahim Pabidiédiou, RTS Matam. Des motopompes en activité, de l'eau à flot dans le périmètre, des pépinières déjà bien préparées. Dans ce casier Résicole de Matam, les producteurs ont repris les activités de contre-saison chaude. Ces dernières ont été plombées des années durant par une dette. Cette année, c'est une année spéciale. Comme vous le savez, la dernière campagne qu'on a faite, c'était en 2021, hivernage. Depuis lors, on ne l'a pas fait. Parce qu'il y avait le crédit qui n'était pas payé. Il y a les impayés, sont nombreux, sont costauds. Une des raisons qui motive la relance des activités, c'est le coût jugé très cher du kilogramme de riz. Rembourser la dette et assurer sa propre sécurité alimentaire devient dès lors la solution. Surtout les gens disent que le riz, actuellement le riz est très cher. C'est pour ça que les gens tiennent coûte au coûte à exploiter, surtout cette année avec la contre-saison chaude. Nous sommes engagés pour avoir un bon rendement. C'est ça notre attente. Sur les 250 hectares emblavés en 2021, seuls 100 ont pu être récupérés pour le moment. Pour autant, le président du casier reste optimiste. Les 100 hectares constituent 5 GE. Les 5 GE, il y a les 3 GE qui ont remboursé à 100% actuellement, au moment où je parle. Mais les 2 autres GE, ils n'ont pas encore terminé, mais on a l'espoir, avant que la LBA libère les BLP, ils seront à jour. À la direction régionale de l'agriculture, assure-t-on, toutes ces préoccupations sont prises en compte. Une campagne qui s'annonce bien, parce que bien vrai qu'il y a beaucoup de casiers qui étaient partis en campagne, mais en plus de cela, il y avait des casiers qui n'étaient pas allés en campagne. Mais maintenant, on a noté qu'il y aura beaucoup de casiers qui vont aller en campagne cette saison. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la région. Actuellement, on est en train de réceptionner l'engrais, les intrants dans pratiquement les 2 départements de la région. La culture irriguée est l'une des plus pratiquées dans la région. Plus de la moitié des producteurs la pratiquent. Toutefois, les précipitations étant le plus souvent en dessous de la normale, leur activité dépend toujours du niveau d'élévation du fleuve. Et à présent, nous en venons à la rubrique Portrait.
Je vous invite à découvrir à présent l'histoire inspirante de Ndeye Sokhna Gueye, Madame Diop, qui après ses études a choisi de tracer son propre sillon dans le monde de l'agriculture, transformation, c'est sa passion pour la terre en une entreprise florissante. Elle incarne aujourd'hui un modèle de réussite et d'engagement. Fanta Badji nous dresse le portrait de cette femme d'exception. Madame Diop, Ndeye Sokhna Gueye, chef d'exploitation de ce vaste champ situé dans la zone des Niayes, à Noto précisément. Sur cette grande étendue de terre, elle s'investit dans la production à grande échelle de variétés améliorées de produits maraîchers. Tout ce qui est oignons, pommes de terre, poivrons, pastèques, arachides et entre autres, voilà, on le fait sans gêne, sans problème et on arrive à avoir de très bons rendements aussi. L'oignon cette année-ci, on a fait 35 tonnes à l'hectare. On avait 10 hectares. Voilà, on a d'autres objectifs à atteindre. Peut-être notre objectif, c'est d'atteindre 100 tonnes à l'hectare l'année prochaine. Pourquoi pas? Mordu de la terre, Ndeye Sokhna s'est chargée d'une mission, donner le meilleur de sa personne pour tirer le meilleur parti de la terre. L'agriculture est ma passion. Je dis souvent, l'un est ma passion, l'autre est mon métier. Vous voyez un peu, au-delà de l'activité et de la valeur pécuniaire, c'est une passion aussi. C'est une passion et c'est une activité très rentable. Sa devise, respect des valeurs agricoles, innovation par la qualité, promotion des bonnes pratiques pour de meilleurs rendements. Moi, quand j'étais venue, peut-être pour amener une touche personnelle, je me suis dit, je vais me spécialiser dans la qualité d'abord avant de viser le rendement. Je ne trouve pas intéressant des personnes sortant de l'ENSA, École nationale supérieure d'agriculture, tout en sachant que ce n'est pas tout le monde qui peut être dans les champs, mais aussi l'agronome, comme on dit, sa place n'est pas dans les bureaux. Ça, c'est ma propre pensée. Avec une parfaite maîtrise des techniques agricoles, cette spécialiste en agriculture fournit des produits certifiés. J'ai fait la variété Safari. J'ai des oignons qu'on peut conserver jusqu'à 6 mois. À l'instant où je vous parle, si je le voulais, je pouvais conserver mes oignons jusqu'à la Tabaski et les vendre. Mais bon, vu qu'on n'a pas des problèmes, un problème de clients, et actuellement le prix aussi est assez bon, pourquoi pas le vendre et passer à autre chose? Parce que moi, ce que j'ai produit, je le sais, et je sais que par rapport au conditionnement, par rapport au séchage, on l'a fait au séchage naturel. Vous voyez un peu avec le soleil. Ses clients n'attendent même plus la maturation. Ils réservent la production avant même les récoltes. On dit alhamdoulilah parce que notre domaine, vraiment, on s'en sort. La culture de l'oignon, où vous avez la chance de tomber sur notre récolte, on l'a déjà vendue. La pomme de terre aussi, c'est pareil. On va faire de l'arachide après, aussi c'est pareil. Dans ce secteur où les hommes sont plus productifs, Ndeye Sokhna refuse que les femmes soient réduites à des rôles secondaires et confinées dans de petites exploitations familiales. Aujourd'hui, vous plantez une seule pomme de terre, vous pouvez avoir très rapidement 10 pommes de terre. Donc, en faisant peut-être une règle de 3, vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc, c'est pas une activité saturée aussi. Parce qu'en venant, si vous avez quitté Dakar, de Dakar à Noto, vous avez vu sur la route des champs qui ne sont pas encore occupés. Peut-être ce qui est malheureux, c'est l'agriculture ancienne, comme on dit. Mais si vous essayez de moderniser un peu, vous allez vous en sortir, vraiment. Madame Diop, Ndeye Sokhna Gueye se bat pour que l'agriculture sénégalaise puisse garantir la souveraineté alimentaire du pays. Pour qu'un pays puisse développer vraiment, il faut que la jeunesse se penche sur l'agriculture. Parce que c'est un domaine qui n'est pas encore saturé de 1. De 2, le fait d'importer, alors qu'on a la terre, on a la main-d'œuvre, on a la technicité et la capacité de produire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À l'étranger, c'est les agriculteurs qui sont les boss, hein? Mais au Sénégal, la plupart des personnes pensent que ceux qui sont dans l'agriculture, surtout ceux qui ont fait les bancs, sont des cartouchards. C'est tout à fait le contraire. Par exemple, moi,
Je suis spécialiste et cela ne m'a pas empêché de venir dans les champs parce que c'est ma passion et puis c'est mon domaine. C'est à nous de développer l'agriculture, mais on ne va pas attendre les autres viennent le faire à notre place. Ndeye Sokhna Gueye, Madame Diop invite les jeunes à répondre à l'appel de la terre tout en rappelant les opportunités qu'offre un secteur agricole performant, à savoir une sécurité alimentaire, une croissance économique durable, mais surtout beaucoup d'emplois. Direction la petite côte Cap-sur Nianing à présent où des femmes courageuses redéfinissent l'entrepreneuriat à travers une activité peu connue, c'est la récupération et la transformation de coquillages, un métier exigeant qui forge non seulement leur autonomie financière mais contribue également à la préservation de l'environnement. Ramatalem est allé à la rencontre. Nianing, ce village du Sénégal situé sur la petite côte au sud de Dakar, à 8 km de Mbour. Tout au long de ces côtes se développe une belle activité orchestrée par les femmes. Des femmes qui, du matin au soir, tamisent des tonnes de sable pour récupérer des coquillages qui ensuite sont triés. Un travail minutieux qui demande beaucoup de patience et de force. C'est un travail très dur. Tu portes le bol de sable ou de coquillage sur ta tête. Ensuite, tu tamises pour les dissocier. Un travail qui, avec le temps, a des conséquences sur la santé. C'est dur, c'est comme du sable. Nous transportons le coquillage de la plage à cet endroit pour pouvoir travailler. Tout le travail de la journée se fait ressentir le soir à la maison. J'ai mal partout. Je suis obligée de me laver avec de l'eau bien chaude. À un certain moment, ce n'est plus possible. Avec l'âge, tu ne peux plus transporter les coquillages. Ce sont les plus jeunes qui les transportent et vous les revendent. Ces coquillages sont utilisés pour embellir les maisons. Ils remplacent les carreaux et la peinture. Ici, ce sont les propriétaires de maisons qui achètent ces coquillages qui remplacent les carreaux à la maison. Babacar Kanouté, lui, a choisi le coquillage pour la construction de sa maison. Parce que je trouvais que c'était une chose qui est plus jolie et ça ne bouge pas, invariable. Quand on a ça, on n'a pas besoin de la peinture à droite, à gauche. Ça, c'est très bien aussi. Bon, c'est pourquoi j'ai choisi. C'est résistant. Un travail qui nourrit son homme pour ces femmes, souvent seules, responsables de leur famille. Pour chaque vente, tu as 20 à 35 000 francs CFA quand c'est un bon coup. Mais tout retourne dans la dépense quotidienne. Il n'y a pratiquement plus de poissons. Avec ce que nous gagnons ici, nous achetons des fournitures aux enfants et participons aux dépenses de la maison. Au début, elle n'était qu'une cinquantaine de femmes. Aujourd'hui, 1000 femmes s'activent dans le travail des coquillages. Jadis, la vie de Nianing tournait autour du tourisme. Beaucoup d'hôtels ont fermé, ce qui a fait que de nombreuses femmes se sont reconverties dans le tri des coquillages. Les hôtels ont fermé et beaucoup de chefs de famille y travaillaient. Certains sont même décédés. Et ce sont ces braves dames qui gèrent leur famille. Elles se lèvent tôt pour venir travailler. Heure bi góor ñi jóg heure boobu la ñuy jóg te ci tefes gi la ñuy yendu ci joxoraan bi la ñuy nekk ci la ñuy liggéey ci la ñuy faj seen soxla yor seen i kër. Elles ne demandent qu'une seule chose, des financements qui pourraient les aider à avoir de meilleurs rendements. La jigéen ñi ñoo mën a liggéey xaas tey su ñu amoon financement dinañ fi am jal yu mag ndax gis nga jal yu ndaw ndawaan yi taxul nit ñi wax lii feesul oto. Si on avait des financements, on allait avoir de meilleurs rendements et mieux travailler. À Mbao, j'ai vu que ce sont des machines qui font le tri.
Mais nous n'avons pas encore ces moyens. Le coquillage a une grande valeur pour ces femmes de Nianing qui souhaitent être soutenues dans leurs activités, obtenir des financements pour même une reconversion, car avec l'âge, difficile de supporter le poids de ces sacs qui contribuent à la gestion de la dépense quotidienne. À présent, nous en venons à la rubrique dossier. Atteindre la souveraineté alimentaire au Sénégal, cela est bien possible. En tout cas, des mécanismes sont mis en place par l'État du Sénégal. Et dans le Nord, la SAED est en train de faire un travail remarquable avec le concours des producteurs. Ibrahim Anong a fait une immersion dans la vallée du fleuve Sénégal. Nous suivons son reportage. C'est un levier d'une ascension économique, un véritable baromètre d'indépendance. La souveraineté alimentaire. Un objectif réalisable, surtout quand il est adossé à une vision claire. Mais il y a un facteur déterminant à prendre en compte pour gagner ce pari. La disponibilité et l'aménagement des surfaces cultivables. Une équation déjà résolue dans la vallée grâce au concours de la SAED. Définie comme le droit de chaque pays à maintenir et à développer sa propre capacité de produire son alimentation de base, la souveraineté alimentaire offre beaucoup d'opportunités. On avait parlé du programme national d'autosuffisance riz. On avait parlé donc de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire. Je pense qu'il parle de souveraineté alimentaire, parle maintenant donc d'un droit à tous les Sénégalais donc de pouvoir accéder à la nourriture, à l'alimentation donc, et dans des conditions donc les meilleures et les plus durables possibles. Je pense que c'est très important et cela dénote aussi d'un engagement très fort donc de l'État par rapport donc à l'atteinte de cette souveraineté alimentaire. Vu de dessus, la vallée du fleuve Sénégal étale toutes ses potentialités, des espaces cultivables à perte de vue. 240 000 hectares, c'est le potentiel irrigable dans la zone d'intervention de la SAED qui va de Saint-Louis, Louga, en passant par Matam jusqu'à Bakel. Aujourd'hui, sur ces 240 000 hectares, on peut dire qu'il y a à peu près 121 000, un peu plus de 120 000 hectares donc, qui sont aménagés. C'est un peu plus donc de la moitié. Le riz, justement, il occupe une place très importante dans l'alimentation des Sénégalais. Des efforts ont été faits depuis quelques années sur le programme national autosuffisance riz. C'est vrai que le président a parlé aussi d'actualiser le programme national autosuffisance riz parce que l'objectif était fixé il y a 5 ans. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été faits sur plusieurs niveaux. Au niveau de la mécanisation, au niveau des aménagements, au niveau de la qualité du paddy. Des efforts constatés et magnifiés par les différents acteurs. Cette femme, elle, est témoin des investissements de l'État du Sénégal dans ce domaine. Ce que le président de la République a investi en matière de matériel agricole, en matière d'intrants et tout ce qui tourne autour du secteur, aucun chef d'État ne l'a fait au Sénégal. C'est le premier et le seul à le faire présentement. Ce qui reste à faire, c'est quand même de l'aider. Comment l'aider? C'est en formant les producteurs quand même, en travaillant davantage aussi, il faut mettre du sérieux, en mettant les gens qu'il faut aussi à la place qu'il faut. Parler avec tout le monde, une manière d'avoir toutes les cartes en main avant de prendre une décision quelconque. C'est d'ailleurs toute la symbolique de la concertation sur la vie chère, initiée par le président Macky Sall. Il nous faut également mieux soutenir le consommateur local, notamment à travers la plateforme de commercialisation mise en place par le ministère en charge du commerce en ce qui concerne le riz, par exemple. C'est la raison pour laquelle j'ai donné instruction pour qu'une subvention de 32 francs CFA par kilogramme soit mise en place afin d'appuyer les rizeries locales dans l'étape de la transformation. Dans une zone où les facteurs favorables à la production du riz sont réunis, la volonté à elle seule ne suffit pas. Il faut aussi libérer les terres, surtout au profit des femmes. Que les femmes aussi soient imprégnées, qu'on ait aussi accès aux terres.
Parce qu'avant, c'était un problème. On a vu qu'actuellement, la SAED est en train de faire des pas majeurs sur ça, mais il faut renforcer davantage quand même. La Banque agricole est le principal bailleur des producteurs dans la vallée du fleuve Sénégal. La LBA intervient sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production à la commercialisation, non sans oublier la transformation. Nous accompagnons toutes les chaînes de valeur qui sont au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, en commençant par le riz, la tomate, l'oignon et la pomme de terre. Donc si vous voulez quelques chiffres sur déjà la chaîne de valeur riz, rien que sur la production, depuis 2012-2013, c'est 82 milliards de francs CFA que nous avons injectés pour accompagner les producteurs de la vallée. Sur la transformation, depuis 2015, parce que c'est effectivement en 2015 qu'on a commencé réellement à attaquer le maillon commercialisation, nous avons mis depuis 2015 33 milliards de francs CFA. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de remercier l'État du Sénégal qui nous a octroyé un fonds de commercialisation de 5 milliards de francs CFA qui nous a permis aujourd'hui d'accompagner les riziers. Aujourd'hui, les jeunes n'hésitent pas à investir ce secteur à l'image de Momar. Il a décidé de retourner au Bercail après des années passées en France. J'ai travaillé à peu près 1 an et demi en banque d'investissement. J'ai toujours été intéressé par la finance de marché. En 2014, quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de rentrer. Il y avait tout le programme d'autosuffisance, c'était hyper intéressant. J'étais en France, à Paris. Donc le programme d'autosuffisance était très intéressant et très motivant pour nous. Et ensuite, le Fonds 6 a décidé de nous accompagner pour mettre en place cette unité de transformation. Il y a l'ADER qui s'est adjointe au projet et la SAED comme partenaire technique. C'est d'ailleurs cette réussite qui anime ce jeune. Cette unité à la pointe de la technologie en dit long sur son ambition. Qui répond à tous les standards internationaux, c'est-à-dire au niveau du séchage, au niveau du nettoyage, du pesage et de l'homogénéité variétale et aussi au niveau du calibrage. Parce que la qualité est intrinsèquement liée au paddy. Avec une usine telle qu'elle, vous avez un paddy de qualité, vous aurez forcément un riz de qualité. Ce système laser, il permet de faire un tri colorimétrique, c'est-à-dire il va faire en sorte d'avoir un riz homogène sans aucun grain noir à l'intérieur. Une bonne production suppose d'abord des semences de qualité. Bienvenue à la station expérimentale de semences de l'ISRA dans la commune de Fanaye. Sur place, plusieurs hectares exclusivement dédiés à plusieurs variétés. Avec les variétés les plus demandées. ISRI 6 et 7, des variétés aromatiques basmati, avec très tendre, très commercialisables dans les marchés des grandes surfaces. Les variétés ISRI 2, 10, et son salé. Et ISRI 15, les variétés de bas-fond à haut rendement. Dans les magasins de stockage, des tonnes de semences avec plusieurs variétés, symbole que l'ISRA est en train de jouer pleinement son rôle pour la souveraineté alimentaire. Cette année, on a pu réaliser une production de semences pré-base record, avec près de 100 tonnes de semences qui sont en cours de certification. Mécanisation agricole, subvention de l'engrais ou encore motivation des producteurs, entre autres. L'État agit sur plusieurs tableaux. Reste maintenant à regarder dans le rétroviseur pour apprendre des erreurs passées afin de gagner le pari, la souveraineté. Voilà, donc c'était le dossier sur la souveraineté alimentaire. À présent, le temps du carême. Et pour parler ce matin du mandement de carême, c'est un pilier spirituel et guide essentiel, notamment pour les fidèles catholiques façonnés par la conférence des évêques du Sénégal cette année. Une nouveauté marque la tradition, l'absence d'édition du mandement dans son format habituel. Quel changement cela implique-t-il pour la pratique spirituelle des fidèles? Élément de réponse avec Philomène Constance Diagne. En lieu et place du mandement de carême, les évêques proposent une autre formule pour ce carême 2024. Et habituellement, dans ce mandement de carême, nous avions le message du Saint-Père, le pape François, l'exhortation des évêques et quelques recommandations pratiques. Comment jeûner, par exemple, c'est quoi la pénitence, quel est l'âge limite pour le jeûne. Cette lettre pastorale diffère du mandement de carême de par la durée de validité. Elle est observée durant 4 années par les catholiques habitant les 4 pays membres de la conférence épiscopale des évêques du Sénégal.
Cette année, ils ont dit, bon, il y a une lettre pastorale qui était en vue, qui, dans un premier temps, était prévue normalement pour être produite dans le cadre du mandement. Mais la thématique était tellement importante que les évêques ont dit, au lieu d'en faire une exhortation, il faut carrément en faire une lettre. Et vu donc le volume de cette lettre, cela contiendrait difficilement dans le mandement de carême, qui est un document vraiment très facile à lire. Et c'est dans ce sens que les évêques ont demandé à ce que cette année, qu'on puisse donner une orientation pour le carême en disant aux chrétiens qu'ils peuvent trouver le mandement, qu'ils peuvent trouver du moins le message du pape dans le net, et il est disponible. Ils peuvent également trouver les orientations par rapport à l'année de la prière, qui est l'année 2024. Mais en ce qui concerne maintenant la lettre pastorale, il y a un document qui a été confectionné à part. Et ce document pastoral, c'est l'engagement des fidèles laïcs dans l'Église et dans la société. Portant sur l'engagement des laïcs dans l'Église et la société, la lettre met l'accent sur 3 axes importants. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une libération contre une oppression physique, mais il s'agit d'une libération contre les penchants du mauvais. Comment aujourd'hui avoir le courage de faire des sacrifices pour se convertir, pour que notre vie soit meilleure, au niveau familial, au niveau spirituel, en somme dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres, mais aussi dans notre relation avec nous-mêmes. Et pour cela, l'Église nous donne 3 actions à faire, la prière, l'aumône et le jeûne. Par la prière, nous rentrons en connexion avec Dieu, qui est notre Père, qui nous soutient dans nos épreuves. Par le partage, nous inclinons vers le frère, vers la sœur qui a besoin de quelque chose, d'un soutien, qui est dans le besoin. Et au-delà du fait même que nous aidons la personne, nous voyons en elle le visage de Dieu qui est là. Et ensuite, il y a le jeûne. Le jeûne nous permet aussi de faire l'expérience de la misère du monde. La lettre pastorale est confiée aux responsables diocésains de l'apostolat des laïcs. Elle est échangée au prix de 1000 francs l'unité pour ceux qui voudraient l'acquérir. Voilà, merci beaucoup Philomène Constance Diagne. Et puis, ce début du carême a coïncidé avec la 33e édition du pèlerinage diocésain de Mont-Roland. C'est un événement phare qui est célébré chaque premier dimanche donc, de carême. L'Église invite les fidèles à un voyage de reconversion, de renforcement de leur foi et à la prière. Fatima Tabanelba. L'organisation de ce synode au pied de Marie Notre-Dame de Mont-Roland marque la maturité du diocèse de Thiès. Ce synode diocésain permet aux fidèles chrétiens d'éprouver leur foi en Jésus-Christ tout en priant pour le partage et la communion des cœurs et des esprits. Nous sommes en carême, démarche de conversion, de réconciliation. Et nous allons tous ensemble, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, demander à Dieu de nous accompagner dans le processus de changement intérieur, mais véritable. Nous allons le faire en demandant, par la grâce de cette eau, d'être purifiés de nos péchés, d'être régénérés, pour que nous puissions continuer notre marche vers la sainteté. Chers amis, Dieu seul est à la hauteur de Dieu. Seul l'Esprit Saint peut nous guérir et nous faire vivre selon la plénitude de la grâce que nous avons reçue. Que le Saint-Esprit soit notre guide et notre force dans nos déserts de solitude, déserts d'incompréhension, de rejet, de souffrance individuelle, voire même de stérilité spirituelle. Le pèlerinage de Mont-Roland, 33e édition, est un fort moment de prière. Près de 15 000 pèlerins venus de tout le diocèse de Thiès ont convergé dans ce lieu culte pour prier pour la paix et la concorde. La recherche de la paix est la seule prière qui vaut en ces moments troubles que traverse notre pays. Synode diocésain, avec Marie, marchons ensemble. Avec Marie Notre-Dame de Mont-Roland, marchons ensemble, prions pour un Sénégal de paix. Le chef de l'État, Son Excellence Macky Sall, saisit également cette belle occasion pour disposer notre cher pays à vos ferventes prières, surtout en ce début de carême qui augure un temps favorable de dévotion et de pénitence
afin que notre cher Sénégal soit préservé des démons de la division. Si notre diocésain, avec Marie, marchons ensemble, c'est la mobilisation, l'anticipation, le rassemblement, l'initiation et l'évaluation. Le pèlerinage diocésain de Mont-Roland est également celui des jeunes chrétiens venus des différentes localités du diocèse de Thiès et qui ont marché des centaines de kilomètres pour allier la commune de Mont-Roland. Il y a des jeunes qui ont quitté la région de Thiès. Il y a d'autres qui ont quitté de Koudiadienne, le village de Koudiadienne, d'autres de Pambal, Léha, d'autres qui sont venus de Mboro, qui sont arrivés à Noto, ils ont marché. Donc tous ces jeunes ont convergé vers Mont-Roland depuis hier soir. Il y avait 2300 jeunes inscrits officiellement. En dehors de ces jeunes, il y a d'autres jeunes qui sont venus de par eux-mêmes. Donc on pouvait dire même hier, il y avait 6000 jeunes qui étaient là présents dans Mont-Roland. Que le temps de carême qui vient de débuter soit celui de grâce, de paix, de concorde pour le Sénégal, mais aussi un temps de bénédiction pour tous les fidèles chrétiens qui ont communié avec son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. Et puis justement, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, a profité de cette occasion pour adresser en puissant message à la classe politique et également à la jeunesse sénégalaise. Il les exhorte à surmonter donc leurs différends en faveur d'un Sénégal harmonieux. Nous écoutons Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. S'impulser un regain d'indignation face à la violence, ce n'est pas normal. Et à la menace de rupture de notre cohésion nationale, ou même un regain d'orgueil pour préserver cette belle construction qu'est notre nation et notre République, enviée par tant de peuples et tant d'États. Il faut que nous ayons un surcroît d'orgueil pour préserver cette belle réputation du Sénégal. La loi a parlé et a révélé sa force qui s'impose à tous. Et la plus haute autorité du pays, le président Macky Sall, a parlé et s'est engagé à se conformer à la loi. Donc, tous doivent s'y conformer, y obéir, même si on se sentait lésé par la loi parce que mon candidat n'est pas passé. Le respect de la loi. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Sinon, il n'y a plus de légalité. Il n'y a plus de cadre de vie commune. S'abstenir de la violence. Surtout, nous chrétiens, en ce temps de carême. Renoncer à la violence sous toutes ses formes, en actes et en paroles. Et reprendre, chers jeunes, reprendre le chemin de l'école. Chers jeunes, chers étudiants. Nous l'avons tous entendu. Le Conseil constitutionnel a parlé. À l'autorité compétente, aux politiciens et aux acteurs de l'élection, de s'entendre. De s'entendre. Et pour s'entendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dialoguer. Les cœurs doivent retrouver la sérénité et même la réconciliation. Les tensions doivent s'estomper. Que Marie Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame de Mont-Roland, nous y aide au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà donc Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, à l'occasion de ce pèlerinage diocésain de Mont-Roland. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais je vous retrouve dans un instant pour la partie Wolof.